Oh, travail. J'ai beaucoup travaillé cette interprétation du thème. J'espère que vous auriez apprécié l'effort. Un thème qui se poursuivra jusqu'au 1er juin. Alors, nous sommes en mai, et ce joli mois de mai, il semble intimement lié à la question du travail dans notre histoire. Le 1er mai 1890, on célébrait en France la première fête des travailleurs, devenue la fête du travail et de la concorde sociale sous Pétain, puis fête du travail, un jour chômé, payé, qui demeure aujourd'hui 134 ans plus tard. Le 3 mai 1936, le Front populaire mené par Léon Blum remporte les élections législatives. Un mois plus tard, dans un contexte de grève, les accords de Matignon instaurent 15 jours de congés payés, une première, et abaissent le temps de travail de 48 heures à 40 heures par semaine, un record. J'en profite pour vous recommander l'excellent podcast de Philippe Collin sur France Inter, Léon Blum, une vie héroïque. Et c'est un certain Charles Berling qui prête sa voix au leader du Front populaire. Il y a aussi une représentation de ce podcast qui est donné le 25 mai à Château-Vallon. C'est complet. J'espère que certains d'entre vous ont leur place pour assister à cette interprétation du podcast de Philippe Collin. Bref, donc nous sommes le 14 mai et nous allons parler aujourd'hui de travail avec nos invités. Je vais vous les présenter. Je commence par vous. Marianne Dujarrier, bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris-Cité. Vous êtes responsable du master sociologie clinique et psychosociologie. Et vos recherches portent sur l'encadrement social de l'activité par les institutions que sont l'emploi, la consommation, le management. Vous avez une petite spécialité sur les questions liées au travail. Job, boulot, turbin, on compte environ 88 synonymes du mot travail. Et à l'heure où on se questionne un peu sur le sens du travail dans notre société, vous interrogez l'essence, les significations du travail. Est-ce qu'on doit parler du travail au pluriel ? On ne présente pas les autres d'abord ? Non, ça arrive. Je les présente à la suite. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je me suis posé cette question, qu'est-ce que le travail ? Et puis, je vous expliquerai pourquoi on en parle à propos de management, parce qu'en fait, manager, c'est un travail et ça consiste à encadrer le travail des autres. Et alors, quand on se pose la question, qu'est-ce que le travail ? Il y a 2 écueils qu'on va éviter. Je fais rapidement. C'est, on va dire, l'écueil universaliste, qui serait de dire, de tout temps, les hommes et les femmes, n'oublions pas, ont travaillé, donc le travail, c'est un universel. Bon. En fait, les historiens, ils vous disent non. Les anthropologues non plus. C'est-à-dire que le mot travail n'existe pas avant et ailleurs que dans le capitalisme européen. Work, Arbeit, pareil en allemand, en anglais et en allemand. Et puis on va éviter un autre écueil qui serait de dire « Oh, pour moi, le travail, c'est... » Alors c'est faire quelque chose, c'est produire, c'est gagner de l'argent, c'est faire des efforts, je ne sais pas. Chacun peut donner sa petite définition subjective du travail. Quand on est sociologue, on aime bien quand même admettre qu'on arrive à s'entendre socialement à peu près sur ce qu'est un mot. Et effectivement, le mot travail, comme beaucoup d'autres mots, comme l'essentiel des mots, c'est, on va dire, une convention sociale. On dit que le mot travail, au XXIe siècle, signifie quelque chose qui n'était pas la même chose au XVIe siècle et qui ne sera sans doute pas la même chose au XXIIIe siècle. Alors effectivement, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on ne sait plus très bien ce que veut dire le mot travail. Pourtant, on utilise beaucoup le mot et c'est une institution centrale dans notre société. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au sein même de leur emploi, vous disent « Non, là, quand je fais ça, je ne travaille pas. » Ce n'est pas du boulot, ce qu'on fait là. Quand on est contraint de maltraiter, voire même de maltraiter, quand on est contraint de faire de la mauvaise qualité, quand on est contraint de faire de la bureaucratie qui ne sert à rien. Pire, quand on a une activité qui mène à dégrader la planète, au point de dire « Plus je travaille, plus je réduis la possibilité de subsistance collective. » Et là, c'est plus du travail. C'est eux qui me disent ça. Et puis au même moment, vous avez des gens qui, hors emploi, font des choses hyper utiles, en fait même vitales. Faire des enfants, par exemple, qui est le premier sens du mot accoucher, du mot travailler, accoucher. Donc faire des enfants, s'en occuper, toutes les tâches évidemment domestiques. Les féministes dans les années 70 nous ont alertés en disant nous aussi on bosse, même si on n'est pas payé. Et en fait, dans la brèche ouverte comme ça par les féministes, on a vu arriver plein de mouvements sociaux et d'analyses qui disent oui, mais attendez, il n'y a pas que les femmes à la maison qui travaillent. Par exemple, vous et moi, est-ce qu'on travaille quand on enrichit un actionnaire de la Silicon Valley en mettant des photos de nos enfants sur certains réseaux sociaux ? Des collègues qui disent oui, c'est du digital labor, parce que ça produit de la valeur pour l'actionnaire. En même temps, nous, quand on le fait, on n'a pas le sentiment de travailler. Donc vous voyez, qui travaille dans ce cas-là ? Bref,
De plus en plus, dans notre société, il existe des pratiques sociales qui fabriquent des choses utiles, et parfois même très profitables, sans que ça soit un emploi. C'est-à-dire, pour l'État, ça, c'est pas du travail. Les essais cliniques, par exemple, ce qu'on appelle le biocapitalisme, le fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent les propriétés du vivant, du bios, dans une perspective profitable, pour faire de l'argent. Alors, évidemment, si demain vous dites « tiens, je vais gagner de l'argent en faisant des essais cliniques pour un laboratoire », vous produisez des choses utiles, des tests, ça enrichit une firme, mais du point de vue de l'État, ce n'est pas du travail ce que vous faites. C'est bizarre, hein ? Voilà. En fait, il y a plein de bizarreries comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui travaille et quand on travaille. J'imagine que dans la salle, il y a des retraités qui s'occupent beaucoup de leurs petits-enfants. Ça peut être vécu comme du boulot. D'ailleurs, quand c'est sous-traité à un étranger, quelqu'un qui n'est pas de la famille, c'est payé. Alors, est-ce qu'un retraité qui garde les petits-enfants toute la journée travaille ? Pour l'État, non. Non. Pour l'État, non. Est-ce que quelqu'un qui est au chômage et qui passe sa journée à envoyer des CV, à essayer de trouver l'un, travaille ? Bon. Vous voyez, on peut toujours avoir des décalages entre le sentiment subjectif de cette activité et la reconnaissance sociale. Pour dire autrement, vous voyez, définir ce que c'est que le travail, c'est regarder quelles sont les conventions sociales à partir de ce mot. Et ce qu'on regarde aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la convention sociale sur ce qui est du travail ou pas, est très troublée. On ne sait plus très bien qui et quand on travaille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos institutions du travail, qui sont en réalité des institutions de l'emploi, c'est tout petit l'emploi par rapport au travail, sont en retard sur nos pratiques sociales. Nos institutions vont être amenées à devoir se transformer pour intégrer dans le code du travail des nouvelles pratiques. Pourquoi pas d'ailleurs le travail animal, ça c'est aussi une frontière du travail qui est très débattue. Le travail des robots. On dit que les robots travaillent, mais sur le code du travail, il n'y a rien sur les robots qui responsabiliserait les employeurs des robots. Il n'y a pas une ligne. De la même manière qu'il n'y a pas une ligne sur le travail domestique. Vous voyez bien, on a des institutions qui sont en décalage avec les pratiques réelles et qui donc sont intéressantes, pour une sociologue évidemment, à observer. Bref, pardon, j'ai été longue, moi je ne sais plus ce que c'est que le travail. Je vois bien ce que c'est que l'activité, je vois bien ce que c'est que la production, je vois bien ce que c'est que l'emploi, je vois bien ce que c'est qu'un contrat de travail, mais le travail, je ne sais plus. D'ailleurs, nous sommes la seule civilisation, nous les Européens à partir du XVIe siècle, à avoir mis sous un mot autant de significations qui tirent entre elles dans des sens différents. En fait, c'est une guerre civile sous ce mot-là. C'est une cocotte minute, ce mot-là. Voilà. Il faut quand même débunker ensemble cette idée qui est assez... Il faut qu'on désamorce cette idée que le travail viendrait de tripalium, la torture, l'objet de l'outil de la torture. C'est en fait peut-être pas ce qu'on retiendra de ce mot dans l'étymologie. Oui, c'est vrai qu'il y a une rumeur qui court depuis le 19e siècle que le travail viendrait de tripalium, qui serait un tabouret à 3 pieds, tripalium, à partir duquel, je ne sais pas qui torture qui, mais on torturerait des gens. C'est une invention du 19e siècle. C'est très intéressant, donc ça parle de l'époque en fait. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions d'étymologie, mais je suis allée voir et lire les étymologistes, et ils vous disent non, en fait, travail, ça vient très probablement de traps, qui veut dire poutre, parce qu'en fait, un travail, c'était un outil de maréchal Ferrand, composé de 4 poutres qui permettaient de contenir les grands animaux quand on les soigne ou qu'on les ferre. En gros, les vaches et les chevaux. On disait d'ailleurs, on pouvait avoir des travails, c'est plusieurs dispositifs comme ça. Ou ça vient de trans, qui veut dire surmonter un obstacle, avancer en surmontant un obstacle, qui a donné travel, le voyage. Donc voilà, ces deux étymologies sont beaucoup, beaucoup plus probables que ce tripalium, T-R-I-P-A-L-U-M, T-R-A-V-A-I-L. C'est bizarre, hein ? Pas beaucoup de points communs. Pas beaucoup de points communs. Vous m'aviez prévenu, Marianne, que vous pouviez faire 2 heures sur le sujet. Et vous m'avez indiqué que vous vous êtes fait violence dans une interview que vous avez donnée à Arte, Les idées larges, avec une journaliste qui vous interroge là-dessus. Vous avez fait 20 minutes sur le sujet, un peu plus, 24 minutes 28. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller écouter cette interview. Travailler a-t-il un sens dans Les idées larges sur Arte, parce que vous développez toutes ces idées. Je vous remercie en tout cas pour ces éclairages préliminaires. Je vous présente la suite de nos invités. Claude Lebois, bonsoir. Bienvenue autour de ces tables rondes. Vous êtes directeur général des Mutuelles du Soleil et vous m'avez dit en préparant nos échanges
qu'à un moment donné, en tant que patron, vous vous êtes bien rendu compte que le soleil et les bons salaires, ça allait peut-être pas suffire à rendre vos salariés heureux. Et ça a peut-être été le début de votre réflexion sur l'organisation du travail. Oui, tout à fait. Pendant des années, on s'est dit dans le Sud qu'avec le soleil, on allait attirer les compétences et qu'on allait économiser sur les salaires. Après, on s'est dit il faut quand même mettre un peu plus de salaire. Et puis finalement, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas forcément attiré par le soleil pour travailler. Et donc, on a réfléchi à comment pouvoir faire venir des compétences qui sont souvent formées au même endroit. Donc, ça, c'est un problème du travail en France. Et arriver à les faire venir sur un lieu qui est souvent identifié comme un lieu de vacances. Donc, on s'est dit qu'il fallait renforcer la marque employeur puisque nous n'avions pas... Nous, notre siège social est à Nice. Donc, voisins des Monégasques qui ont des gros chéquiers que nous n'avons pas. On s'est dit qu'il va falloir monter la marque employeur pour donner envie de venir travailler chez nous. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir sur comment attirer les gens, comment faire pour que le travail ne soit pas issu de la torture. Et on a envisagé des façons de procéder, de travailler différents, avec comme base la flexibilité dans tous les sens. Vous nous présenterez dans quelques minutes, vous nous présenterez ce que vous appelez le triptyque des innovations managériales que vous avez mis en place dans votre entreprise, les Mutuelles du Soleil, pour que vos salariés soient bien dans leur emploi. Mais vous m'avez dit, pour moi, je suis le système anti-Jupiter. C'est quoi un système anti-Jupiter ? Le système anti-Jupiter, c'est de prendre une pyramide, de la renverser, pas être persuadé que tout vient du haut et d'un seul. Et par exemple, dans une entreprise, faire en sorte que tous les services fonctionnent bien, que tous les services soient heureux d'être là. Et lorsque tous vos services, tous vos cellules de production d'une entreprise fonctionnent bien, il n'y a pas de problème, l'entreprise fonctionnera bien. Donc il y a longtemps que je me suis aperçu de ça, et c'est très facile à mettre en œuvre. Alors c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, vous devez prendre l'avis d'un peu tout le monde, vous apercevez qu'il y a plusieurs modes de travail, plusieurs métiers qui n'ont pas les mêmes obligations, les mêmes attraits, mais en fait c'est très simple. Et une fois que c'est fait, vous apercevez que la boîte fonctionne bien. Puis les gens adorent le changement en général. Oui. Alors, sur le changement, j'ai l'habitude de dire que seuls les bébés qui ont les fesses mouillées aiment le changement. Parce que j'ai vu très peu de gens, collaborateurs, amis, lorsque vous leur dites « Tiens, j'ai une idée, et si on faisait ça ?» Sauter de joie. Hein. En général, ils se disent « Mais il n'a pas autre chose à faire, il peut pas... on est bien comme ça. » Voilà. Le changement, pourtant, c'est la base de l'innovation. Hein. Vous ne pouvez pas innover si vous ne changez pas, mais c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde, ça c'est clair. Vous nous raconterez justement ce que vous avez mis en place au sein de votre entreprise tout à l'heure. Je passe la parole à Sandra Torres qui est à vos côtés. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Vous êtes la dirigeante et fondatrice de Sprint RH, un cabinet spécialisé dans le recrutement et l'externalisation de services RH, ressources humaines. Selon vous, innover en management, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est une nécessité ? Qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions qu'on mène aujourd'hui sur l'innovation dans le management ? Je pense que c'est un peu des deux. Je dirais une mode, oui, tout le monde en parle, et forcément une nécessité. Aujourd'hui, il faut tenir compte de l'évolution de la société, de l'évolution des mentalités, et pas que des jeunes, parce on parle des jeunes générations, mais il faut surtout parler de nos générations, hein, la mienne, j'ai 50 ans, et les générations des seniors aussi, qui savent aussi qu'il y a des choses qu'ils n'ont plus envie de faire. Donc, c'est pas que les jeunes, hein, c'est tout le monde. Et en effet, il faut innover, oui. Aujourd'hui, c'est la conduite, on a parlé là, de la conduite du changement, hein, qui doit se faire forcément en collaboration, et en même temps avoir toujours le facteur humain. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et qui est essentiel pour moi dans l'innovation. Parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous les mêmes attentes, et on n'est pas tous à un même moment dans notre vie personnelle, dans la même configuration. Donc il faut prendre en charge, en compte tous ces changements, et je dirais les deux. Phénomène de mode pour certains qui surfent là-dessus et qui se trompent d'ailleurs, parce que souvent, on le voit, on a des entreprises qui viennent et je ne comprends pas, le collaborateur, il est resté 3 jours. Ben oui, mais entre ce que vous lui avez proposé et ce qu'il a vraiment vécu en entreprise, il s'est passé
Et comme aujourd'hui on est en flux tendu, l'emploi, à partir du moment où déjà la personne vient chez vous, elle a peut-être déjà 3 autres propositions derrière, et après elle fait son choix. On dit que c'est une des grandes idées reçues. Tout à l'heure, Marianne Dujarrier, vous ferez une conférence sur les idées reçues sur le travail. Une des grandes idées reçues, c'est que le recrutement est devenu compliqué. Vous aussi, vous avez commencé à mettre des options sur votre accompagnement, c'est-à-dire vous pouvez refuser aujourd'hui d'accompagner les entreprises sur leur recrutement parce qu'effectivement, il y a un trop grand gap entre ce qu'elles disent de leur entreprise et ce que sont les faits. Alors oui, c'est arrivé. C'est arrivé qu'en effet, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'entre ce que l'entreprise nous a demandé de chercher, donc en fait, ses talents, et quand on s'est aperçu que dans l'entreprise, il y avait quand même des difficultés qui, si elles ne se remettaient pas en cause, si elle voyait pas les difficultés qu'elle avait déjà en interne, déjà avec les collaborateurs et dans le fonctionnement, en effet, il y a des contrats sur lesquels on n'est pas allé. Après, on propose d'accompagner les entreprises parce que souvent, l'entreprise, elle est portée déjà à sa tête par quelqu'un. Hein, on est tous la tête dans le guidon, hein, on en parle tout le temps. Et finalement, on n'a pas le temps de se poser et de prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, ce qui revient aussi dans l'innovation, c'est de prendre du temps. Quand on est manager, on doit prendre du temps. On doit prendre du temps avec ses collaborateurs pour pouvoir déceler le moindre petit détail qui fait qu'on sent que ça va pas, quoi. Et en effet, c'est arrivé qu'on s'aperçoive, mais l'entreprise, le manager ou le directeur ne le voit pas forcément parce qu'il a paix par son quotidien, il a l'impression que tout va bien. Et en fait, non, il peut y avoir des difficultés qui font que, comme tout le monde est à flux tendu, parce qu'en fait, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il manque de personnel. Donc forcément, tout le monde est en surchauffe. Et du coup, la personne qui arrive, elle sait qu'elle va avoir le choix de 2 ou 3 postes à côté, elle va pas, la surchauffe, elle va dire non, je la vis pas cette fois-là, je préfère aller travailler à côté, il n'y avait pas ces difficultés-là. Et en effet, ça nous est arrivé une fois, en tout cas, de dire à un partenaire non, on ne peut pas, parce qu'entre ce que vous proposez réellement et ce qui se passe dans l'entreprise, c'est pas possible, quoi. On ne partage pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous nous parlerez tout à l'heure de ce que vous avez pu accompagner comme projet et comment votre métier, les ressources humaines, ont évolué dans ce contexte de travail qui change. À vos côtés, Olivier Rémini. Bonsoir Olivier. Vous êtes le PDG de Fortil, un groupe d'ingénierie et de conseil en technologie. Ce qui a retenu votre attention dans le thème de ce soir, c'est le pas de côté. Pourquoi ça vous a intéressé qu'on parle de ce pas de côté ? Du coup, déjà merci à Marianne Dujarrier, hein, c'est ça ? Parce que je me suis beaucoup retrouvé dans ce que vous avez précisé. Du coup, le pas de côté pour faire Elle a parlé de capital, en fait, et de se dire, tiens, finalement, notre activité, à qui elle bénéficie. Et moi, globalement, mon parcours, c'est un parcours d'ingénieur, et j'ai travaillé chez ST Microelectronics et après chez Thales. Et c'est une anecdote qui m'avait marqué sur le travail, c'est qu'à un moment donné, chez Thales, on tenait une épicerie équitable, en fait, le samedi après-midi. En fait, l'ensemble de nos semaines, on mettait toutes nos études d'ingénieur pour fabriquer des torpilles pour l'Arabie Saoudite, en fait. Et donc, à un moment, juste, je me disais, mais tiens, j'ai 24 ans, mais ça sert d'aller le samedi matin, là, faire ça, si la semaine... Et une anecdote qui m'avait marqué où j'ai dit j'arrête définitivement, c'est que les négociations avec les Saoudiens se faisaient sans manger ni boire pour les commerciaux, en fait, pendant quasiment 24 heures. Et je me suis dit, mais en fait, là, je ne veux pas participer à ça, en fait. Donc, j'ai vraiment une rupture là-dessus. Et du coup, pour moi, le modèle, c'est vraiment, pour moi, le capital. C'est-à-dire on est une organisation, parmi une organisation qui est plus importante que nous, c'est-à-dire la société. Et donc, on est obligé de s'impliquer là-dessus. Je pense que le meilleur modèle qu'on ait, c'est de rendre le capital. Alors, il y a des scopes, il y a des choses comme ça. Donc, nous, on a développé un modèle capitalistique où aujourd'hui, on a 250 personnes qui détiennent l'entreprise, en fait, et surtout sur un panel qui est représentatif des fonctions de l'entreprise. Donc ça, et ce qui est très important, parce qu'il y a aussi la spéculation sur le capital, c'est que nous, c'est une société qui est sans dette et sans capitaux extérieurs, c'est-à-dire que personne n'a jamais payé ses parts chez nous. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'il vient avec sa notion de qu'est-ce que je peux apporter par mon savoir, en fait, par ma personnalité. Vous vous sentez parfois un peu à rebours, vous nous parlerez de comment c'est organisé justement dans votre entreprise, mais pour vous, l'important, c'est vraiment la mission que propose l'entreprise, c'est-à-dire quand on a des réflexions sur... la marque employeur, l'organisation du travail. Pour vous, peut-être, c'est passer à côté de ce rendez-vous qu'on a avec la mission qu'on propose aux équipes. Ouais, alors je me suis vraiment retrouvé dans la description parce que parfois, là, on est sur des sujets, et moi, c'est souvent ce qui m'est arrivé, par exemple, quand je travaillais chez ST,
Enfin, l'idée, c'était vraiment, je me rappelle, c'était les premiers appareils photo. On prenait les premiers capteurs CCD, donc qui venaient de l'aérospatial, pour les mettre dans des appareils photo numériques. Et en fait, quand je voyais l'évolution que ça avait sur les familles, en fait, je me disais, mais je pourrais travailler toute ma vie, en fait, même gratuitement. Enfin, juste pour se dire, tiens, les gens commencent à se capter, à avoir vraiment des émotions qui peuvent se rappeler. Ça donnait énormément de sens à ça. Donc l'idée pour moi aussi, c'est plutôt de se dire, et c'est un peu par rapport à ce que vous disiez, Claude, si je peux me permettre de vous appeler Claude, c'est moi je cherche pas à aller chercher ou fidéliser des gens, c'est soit ils ont un peu une vision comme moi et de se dire tiens, ben moi je vais leur donner les moyens, on va travailler en organisation ensemble, ils vont être donc dans le capital mais donc dans la gouvernance petit à petit et on va voir comment on peut vivre ensemble. Mais moi je travaillerais plutôt sur un truc de responsabilisation, s'il faut qu'on soit que 3 dans l'entreprise mais au moins on travaille de la même manière, ça me va très bien. Donc là, voilà, c'est un peu en tout cas tel qu'on a essayé de construire le sujet. Pas besoin de grossir, pas besoin de fidéliser, mais besoin d'être aligné sur la vision commune de l'impact de l'entreprise et du sens. Marianne Dujarier, ce qu'Olivier Rémini soulève, c'est une question qui est très intime. C'est pourquoi on travaille, quel est le sens de ce travail, de cet emploi qu'on assume et pour qui on travaille. Et ça, pareil, il y a plusieurs sens qu'on peut donner à cette question. Oui, en effet. Et puis ce sont des sens conflictuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens de l'activité. Nous sommes dans les sociétés salariales, ou même quand on a un statut de fonctionnaire, nous sommes supposés travailler pour notre employeur. Dans les entreprises privées, cet employeur travaille lui-même pour son conseil d'administration, c'est-à-dire, in fine, pour ses actionnaires. Thales, par exemple, effectivement, on est prêt à vendre... ce que vous avez très bien dit, que j'ai connu aussi, moi j'ai été cadre avant d'être sociologue et j'ai eu les mêmes questions que vous. Je me dis à quoi bon travailler 8 heures, 10, 12 heures par jour pour enrichir ceux qui sont déjà immensément riches et qui d'ailleurs sont anonymes. Donc tout ça faisait plus beaucoup sens en effet. Mais effectivement, par définition, le contrat salarial est un contrat de subordination et donc c'est une enclave dans la démocratie où on se subordonne à un employeur, on subordonne notre force de travail pendant un certain temps. Et donc là, le sens est donné par notre employeur. Et en même temps, des patrons qui veulent rendre les salariés heureux, tant mieux. Il est évident que nous, femmes et hommes, et même peut-être aussi animaux, vous voyez que je les ramène à chaque fois sur les animaux, mais parce qu'il y a des études là-dessus qui sont très intéressantes, nous espérons quand même que dans l'activité qu'on nous propose de faire, on puisse y trouver un sens, notre sens, qui a un lien avec notre trajectoire de vie, avec ce que papa et maman voulaient que nous fassions, le projet parental, mais aussi nos convictions peut-être politiques, écologiques, etc. Donc nous avons, nous, des attentes de sens dès que nous faisons quelque chose aussi. Et parfois, ce sont les mêmes, parfois, ce ne sont pas les mêmes. Voilà, donc il y a des attentes, on pourrait dire, à la fois en termes d'utilité, mais aussi de plaisir de l'activité elle-même. Ce qui fait que, en effet, on peut espérer trouver du bonheur dans les entreprises. C'est devenu le grand mot d'ordre. Mais là, vous m'arrêtez si je suis trop bavarde. Je vous en prie. Non, parce que j'avais prévenu. Je vous ferai des grands signes. C'est que ça craint, quoi. Non, parce que le management, c'est quoi ? Les managers le disent eux-mêmes. Simon, un États-Unien, qui dit « c'est l'art de faire faire », ou encore mieux, de faire en sorte que les choses soient faites. Cette définition est très jolie, mais elle oublie quand même 2 choses importantes, l'actionnaire et le travail. Il s'agit quand même de faire faire à des travailleurs ce que l'actionnaire ou dans la fonction publique, ce que l'État souhaite que vous fassiez. Et en fait, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, le management, c'est un métier impossible parce que les gens, ils n'ont pas envie de faire, en fait. Pas forcément envie de faire ce que l'actionnaire veut qu'ils fassent. Alors, on a utilisé historiquement plein de méthodes pour obtenir que l'autre fasse ce qu'il préférait ne pas faire ou qu'il n'avait pas l'idée de faire. Il y a eu la force et la faim, et ça continue d'être le cas dans beaucoup de pays. Ensuite, on a promis des relations. Venez, vous allez avoir des collègues, des compagnons, et ça. Ensuite, il y a eu à partir des années 70, tout le thème de la participation, qu'on entend encore aujourd'hui. Venez participer. La participation, pas au capital, la participation à la décision. Il y a eu la participation au capital, De Gaulle, etc. Après, dans les années 90, on a eu le thème du développement personnel. Vous vous souvenez, on avait la promesse qu'on allait se développer personnellement, comme des fleurs peut-être. Et ça, c'est passé ensuite. Maintenant, on est sur un autre slogan managérial qui est venez réaliser votre passion et le bonheur, que vous exprimez très bien,
qui est c'est très ambitieux, c'est très beau. Je ne sais pas si c'est possible, sans doute localement, parfois, etc. Mais quand même, pour qui on travaille, il peut y avoir une tension entre ce que l'employeur attend et ce que nous attendons, nous, en tant que sujet vulnérable, psychique, avec toute une histoire qui n'est pas nécessairement accordée aux besoins de l'actionnaire. En fait, c'est souvent conflictuel. Alors, vous évoquez parce qu'en innovation RH, il faut suivre. On est passé des QVT, vous avez connu les QVT, la qualité de vie au travail. Puis alors, on voit exactement. Maintenant, c'est la qualité de vie et les conditions de travail qui incluent une notion de sécurité dans votre emploi. Et donc, ça évolue. Effectivement, ce bien-être au travail, d'une part, on le retrouve dans les études récentes. Les salariés qui sont interrogés ont une appétence pour le bonheur, le bien-être au travail. Et vous voyez bien que ça ruisselle sur les questions de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise. Claude Leblois, vous, au Mutuelle du Soleil, dès 2018, vous avez interrogé le fonctionnement de vos services et cherché à mettre du bon sens là où l'habitude avait commencé à être un peu absurde. C'est-à-dire ça commençait à avoir des frictions par habitude. On va prendre point par point ce que vous avez appelé votre triptyque. Et vous allez nous faire part de vos observations. Dès 2018, je le disais, soit 2 ans avant son adoption massive, vous décidez de mettre en place le télétravail. Quelle idée ? Pourquoi, en 2018, vous décidez de mettre le télétravail en place ? Tout simplement parce qu'en 2018, alors moi j'ai commencé à travailler dans les années 80 où tout le monde avait une autre vision du travail, les Golden Boys, les Working Girls. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on veut de l'équilibre, on veut du temps pour sa vie privée, de la flexibilité en fait. Et autour de la flexibilité, le télétravail pour moi est la première chose. Alors là aussi, sur le télétravail, on a tout entendu. On a vu des boîtes se jeter sur le télétravail à 5 jours par semaine, vendre leurs locaux. Enfin bon, lorsque vous faites quelque chose pour une mauvaise raison, en général, ça ne marche pas. Le télétravail, moi je reste persuadé qu'au-delà de 2 ou 3 jours, c'est compliqué parce que vous perdez la culture d'entreprise, vous vous retrouvez en fait avec des auto-entrepreneurs et vous n'êtes plus du tout une entreprise et les gens s'isolent et peuvent se faire mal tout seuls, enfin, à mon sens. Donc le télétravail pour nous, c'était une bonne idée, sachant qu'en plus on est sur toute la région, que nous il y a beaucoup de déplacements et qu'avec le télétravail a été liée la visioconférence. C'est-à-dire qu'on a équipé chaque salarié d'une licence de visioconférence qui a permis, en étant en télétravail, de ne pas être perdu, de ne pas être isolé. Alors c'était pas simple à mettre en place dans les années, en 2018-2019, parce que là on m'a traité de fou, enfin, fabrique à feignant, tout ce que vous voulez. Vraiment. Heureusement le Covid est arrivé et aujourd'hui tout le monde pense que le télétravail a toujours existé. Et je pense que c'est avec parcimonie que ça le fait. Et on a retrouvé un équilibre pour pas mal de salariés. Alors ça a évolué aussi. Des salariés célibataires, soit jeunes célibataires, soit divorcés, enfin des gens isolés, prenaient 2 jours de télétravail et quand par la suite dans le triptyque on a mis la semaine de 4 jours, sont revenus à un seul jour parce qu'ils souhaitaient quand même avoir du lien avec tout le reste de l'entreprise. Et oui, parce que la deuxième pan de votre triptyque, c'est ça, c'est ce que vous appelez le week-end de 3 jours, vous. Ouais. Vous avez renversé le paradigme. Donc le week-end de 3 jours, vous l'expérimentez depuis 2023, depuis l'année dernière, vous allez l'expérimenter sur 3 ans. Et cumulé avec le télétravail, vous avez mis en place des règles quand même. Le mardi, tout le monde sur site. Oui. Le jeudi, tout le monde bosse, mais sur site ou en télétravail. C'était important pour vous ou pour vos employés de garder cette petite règle commune, cette culture d'entreprise? Alors je pense pour les deux, pour l'ensemble. Pour moi, c'était vital de garder une culture d'entreprise. Et c'est des décisions, c'est un montage qu'on a fait en participatif. Donc le mardi, tout le monde présent, ça a été une demande effectivement de l'ensemble des collaborateurs. Donc le mardi, c'est bien. Alors ça a un petit peu contrarié une vision stratégique que nous avions sur le bureau partagé. Donc là, il a fallu décider d'arrêter le bureau partagé, puisque si vous avez tout le monde, même un jour, vous avez besoin des chaises pour chaque collaborateur. Donc ça a été un peu le prix à payer, mais je m'en réjouis. Et le lundi, mercredi et vendredi, chacun, en fonction de son service, il faut que la boîte tourne quand même. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, les salariés sont à 4 jours, l'entreprise reste à 5 jours. Et donc, pour faire simple, 50% des gens ont pris le vendredi, 30% le lundi, 20% le mercredi. Alors on a eu des surprises, on pensait que c'était les jeunes parents qui prendraient le mercredi, et en fait pas forcément, c'est les gens pour qui la semaine était longue
qui ont voulu couper en deux la semaine. Alors, sachant qu'on a passé nos commerciaux à 32 heures, donc semaine sur 4 jours à 32 heures, parce que là, c'est en capacité de travail, on a pris le pari. Et pour tous les métiers administratifs, on a dit on se donne 4 ou 5 ans pour voir comment on peut arriver à réduire grâce à la robotique, grâce au digital, pour faire simple. Vous avez déjà des observations, vous avez pu chiffrer quelques données. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, les données que vous avez récoltées depuis l'année dernière. Alors la première donnée, c'est lorsqu'on l'a mis en place, donc on a fait un référendum dans l'entreprise pour présenter ce projet. Et on a eu 80% de salariés favorables et 20% qui ne l'étaient pas. Il faut bien préciser qu'il y avait 10 jours de RTT qui ont sauté au passage de la semaine à 4 jours. Hein. Donc 10 jours qui disparaissaient, 49 jours qui arrivaient, mais pas de la même manière. Et on a eu 80-20. Et un an après, on a refait le même référendum et on est à 94-6. Donc on se dit que c'est bien. Et lorsque je croise des collaborateurs, c'est vrai qu'après m'avoir dit bonjour, souvent la deuxième phrase, c'est « vous êtes sûr que vous ne va pas l'arrêter » quoi. C'est une crainte maintenant. C'est une crainte. Et la productivité, vous me disiez, il n'y a pas de changement notable. Alors la productivité avec le télétravail, pour être très précis, chez nous, elle a augmenté de 20%. Oui. Ça a été clair. Et la productivité avec la semaine des 4 jours n'a pas baissé. Alors on n'a qu'un an de retour. Elle a un petit peu progressé, mais je préfère considérer que ça reste étal, puisque c'est sur 2 ou 3 ans qu'on va le voir. Oui. Et du coup, que font les gens de leur temps libre ? Vous avez été assez étonné de voir que c'est pas forcément effectivement s'occuper des enfants comme vous l'aviez anticipé, c'est avoir des activités. Oui, parce que pour moi, le 3e jour du week-end ou le 3e jour de repos, dans ma tête et dans la tête de pas mal de gens avec qui j'en avais parlé, ça allait permettre quelque part de sacraliser le week-end en faisant toutes les courses, toutes les contraintes qu'on avait à faire. Et en fait, pas que. Alors ça le fait, mais je m'aperçois que beaucoup de collaborateurs se sont inscrits dans du sport, dans des associations, dans de la poterie, dans de la danse. En fait, dans un jardin secret, un moment pour eux. Et ça, c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête au départ. Bon, il faut préciser qu'il y a des gens qui ont souhaité rester à 5 jours, il y a des personnes qui prennent pas forcément le télétravail comme option, il y a vraiment de tout aussi dans l'entreprise. Vous n'avez pas un seul corps qui est représenté. Dernier pan de votre triptyque, c'est quelque chose que vous avez mis en place cette année, donc c'est encore très neuf, très nouveau. C'est la retraite échelonnée. Le principe, ce sont les salariés les plus seniors peuvent cumuler quelques jours d'emploi, 3 jours à l'entreprise et 2 jours de retraite. Donc il y a un montage qui se fait, financier. Et ça. Vous, quel est l'intérêt pour l'entreprise ? Alors l'intérêt pour l'entreprise de la retraite progressive, c'est de conserver ses seniors plus longtemps dans une transition douce vers la retraite. En fait, on s'aperçoit quoi ? Sans avoir rien de péjoratif sur les nouvelles générations, mais un senior dans un travail n'est pas remplacé par un junior. Il y a une expérience, il y a une compétence, j'allais presque dire une implication, mais en fait, quand vous perdez un senior, il vous faut presque 2 juniors pendant un laps de temps. Après, ça reprend, la nature reprend, et ça va bien. Et donc, perdre des seniors et des compétences, ça peut faire du mal à l'entreprise selon les métiers qui s'arrêtent. Donc, on se disait, mais comment on peut faire pour donner envie aux gens de prolonger, tout en comprenant très bien qu'ils veulent prendre la retraite sans problème. Et le fait d'arriver à mélanger déjà là, un bout de retraite avec un bout de travail, c'était pas mal. La seule chose, c'est que la loi est mal faite, elle n'est pas du tout incitative. Donc l'entreprise a pris sur elle de surcotiser les 5 jours pour que le senior, lorsqu'il ira à la retraite, aura une retraite pleine et complète, sans que ça lui coûte un maximum. Et surtout, les indemnités de fin de carrière qui sont faites sur la dernière année. Si vous avez un senior qui travaille à 50%, bon, il a un peu l'impression de s'être fait arnaquer. Donc là, on garantit les indemnités à 100%. Vous voyez, c'est des petits détails, mais qui arrêtent d'y aller, qui empêchent d'y aller. Alors, c'est pas du tout pareil que la semaine à 4 jours, c'est pas du tout pareil que le télétravail, dans le sens où nous, cette année, là, lorsqu'on l'a présenté, on a présenté ça à 12 personnes. On sait que chaque année, on va avoir entre 5 et 10 personnes concernées. Sur 12 personnes, on en a 3 qui ont souscrit, qui l'ont pris. Mais c'est pas grave. Si une option présentée, il n'y avait qu'une personne qui la prend, c'est qu'elle a déjà son sens. Voilà. La retraite, pour vous, c'est à la fin de l'année, c'est ça ? Ça fait 5 ans que vous préparez votre départ avec votre adjointe qui va prendre votre suite. Oui.
et la majorité de votre conseil d'administration, Comité de direction, a moins de 40 ans. Ouais. C'est beau. Ouais, c'était une volonté avec mon président qu'on voulait, c'était de ramener de la jeunesse parce que, on l'a dit tout à l'heure, tout a tellement évolué, le travail a tellement évolué que c'est bien d'avoir des natifs au sein des prises de décision. Une transition, moi j'estimais qu'il fallait du temps. Donc 5 ans, c'était bien. On est multimétier. On a une maison de retraite, on a les magasins de lunettes, on a la mutuelle. Donc c'est un groupe qui est un peu atypique, quoi. Et donc ça se passe très bien et je vais partir sereinement. On vous le souhaite en tout cas, bravo pour tout ça. Chez vous, Olivier Rémini, pas de télétravail pour une bonne raison. Vous allez nous en parler. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez parfois un peu à rebours. C'est parce que la typologie de votre activité et selon vos observations, ça ne se prêtait pas à ce genre d'organisation du travail. Pourquoi ? Du coup, alors c'est pas un dogme, hein. Moi je suis pas contre les dogmes, mais je pense qu'il y a le pire à faire dans le travail, c'est de figer les choses parce que les gens changent, ils n'ont pas les mêmes besoins, donc moi je suis assez contre les règles figées. Mais par contre, effectivement, sur le télétravail, nous on a une position qui est assez ferme du fait de notre activité, hein. Nous aujourd'hui, sur un projet industriel, vous allez avoir 200 personnes qui vont intervenir avec un leader très fort qui globalement va être celui qui va dire si le sujet va fonctionner ou pas fonctionner. Donc quand lui, il travaille chez lui tout seul, en fait, il gagne en performance comme personne. Sauf que derrière, il est chez 99 personnes qui ne fonctionnent pas à leur rythme, en fait, qui sont souvent perdues. Et du coup, c'est vrai que nous, on était 232 avant le Covid, on est 2300 en organique, on recrute quasiment 80 personnes par mois. Et en fait, l'absence de télétravail nous a fait beaucoup gagner de marché, en fait, parce que les clients ont été rassurés. Parce que tout de suite, on a essayé de voir ce qui se passait sur le télétravail, sur les projets, l'impact du télétravail. Et du coup, on a vu un impact négatif sur notre métier. Et je redis souvent, parce qu'il y a eu plein d'arguments là-dessus, et ce qui est vrai, ça c'est vrai, c'est quelqu'un de très efficace et d'autonome chez lui est très sérieux, il sera beaucoup plus efficace. Sauf que sur un travail en équipe, ça ne se passe pas forcément comme ça. Après, je ne suis pas dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a aussi aujourd'hui des contraintes environnementales qui fait que c'est complètement débile que le gars il puisse faire des heures et des heures de trajet, donc peut-être qu'il parte. Donc, il faut savoir par contre s'adapter. Et dans les adaptations qu'on a employées, nous, c'est plutôt de faire de l'office home, en fait. Donc, c'est vraiment acheter des biens. Donc là, on a acheté à l'Arcadia, qui est une bâtisse napoléonienne, par exemple, en face de Naval Group, dans lequel il y a un potager. Depuis 15 ans, on fait l'anglais pour les enfants, tous les mercredis à l'entreprise, qui fait que la personne, elle peut venir, et puis dans le cadre de l'entreprise, elle peut aussi avoir un contact avec sa famille. Donc l'idée, c'est plutôt de reconstituer un environnement propice au travail, mais aussi à la passion, au plaisir, à la famille. Donc pour les gens qui veulent aussi profiter. Pas de baby-foot, mais sur la famille, on ne transige pas chez vous, par contre. Ouais, après... Moi, je suis pas là pour... c'est pas la carte, en fait. C'est juste que c'est un peu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je propose une organisation. Je considère qu'il y a 2 tiers des gens qui viennent, qui vont faire un passage chez moi de 2 ans parce que les projets sont intéressants, mais ils sont pas faits pour être chez moi. C'est-à-dire, ce que vous aviez dit, super intéressant sur le travail trans, je me retrouve totalement. C'est-à-dire que moi, la valeur, pourquoi je me lève le matin, parce que j'ai envie de me transcender dans ce que je fais, de me passionner. Quelqu'un qui aurait une passion pour le jardinage, pas qu'il vienne chez moi. Moi, je veux des projets industriels. Là, on est en train de lancer les premiers satellites européens. Enfin, je veux dire, qu'on ne parle pas de travail, pour moi, c'est pas ça. Donc oui, c'est vraiment un métier passion réellement chez nous. 99% des personnes qui travaillent avec vous, c'est des Bac+5 qui viennent aussi par passion, en tout cas par intérêt pour l'impact que vous avez. En ce moment, vous travaillez sur le monde de la santé, usines de vaccins, environnement de stérilisation, mais aussi sur l'énergie des villes, sur le ferroviaire. Donc, c'est des sujets qui, pour les ingénieurs avec lesquels vous bossez, ont beaucoup de sens. En tout cas, c'est ce que vous leur proposez comme modèle, de suivre par le sens. Après... toujours pareil, pour rebondir sur ce qui avait été dit, nous on a une ambivalence en fait aujourd'hui parce que la société n'est pas toute rose en fait, on a un problème de mise à l'échelle, passer de 200 à 2300, entre ce que j'ai envie que ça soit et ce que c'est réellement. Des fois je vais à Paris, je me dis mais ça ressemble pas du tout
Enfin, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça le truc, là. Il y a un problème. Donc, effectivement, nous, aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que comme les gens sont au capital, ils gagnent leur vie de manière démesurée. Parce que, comme vous l'avez dit, on travaille pour quelqu'un, mais du coup, quand on se répartit la richesse, d'un coup, vous arrivez des salaires qui sont complètement démesurés par rapport au truc. Donc, vous avez des jeunes qui gagnent 10 fois trop leur vie par rapport à leurs copains qui travaillent dans une société lambda. Donc, nous, un peu, notre ambiance, c'est de se dire, ils sont super bien, mais en même temps, on leur demande un peu d'avoir un impact sur le monde. Donc, une version un peu égoïste de soi-même, de dire tiens, il me faut ma répartition de la valeur que j'ai faite, et en même temps, on me demande un truc. Mais objectivement, si j'ai, ça c'est pour rebondir, j'ai peut-être un tiers des gens qui sont là-dessus. Les autres, clairement, ils viennent parce qu'ils sont bien rémunérés. L'impact sur le monde, là on en fait une usine en Serbie, les poubelles attendent l'usine depuis 4 ans. C'est-à-dire que quand on est venu pour dépatouiller l'usine, les gens pleuraient. C'est-à-dire il y a des gens, les ingénieurs, ils sont rentrés, ils étaient marqués comme quand vous revenez d'Auschwitz dans l'avion, vous avez un truc, là les mecs qui se sont dit, il y a un problème sanitaire et mon travail va générer ça. Et puis il y en a d'autres, ils ont dit, tiens, finalement, c'est combien le frais de déplacement supplémentaire je peux me faire si je vais y aller 4 jours de plus, en fait, vous voyez. Donc, c'est pas tout le monde. Moi, ce que j'essaie, c'est de sélectionner, de me dire, tiens, à terme, l'organisation, elle a une ligne directrice. Ceux qui sont bien, ils restent. Puis ceux qui sont pas bien, il faut qu'ils partent, quoi. Il faut, ouais, bien sûr, vous misez beaucoup sur la formation aussi de profils un peu atypiques, de profils qui sont peut-être moins sélectionnés dans d'autres entreprises. Et ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, pour vous, il y a un rôle du salarié, il y a un rôle de l'employé dans la société en tant qu'entreprise et la société en tant que cette société dans laquelle on vit tous. Pour vous, c'est important qu'on s'engage dans la société civile, dans le monde autour de nous. Ouais. Alors pour moi, il y a 3 axes. Il y a le premier axe qui est un peu l'axe de la vision, c'est-à-dire la vision de la vie, tout ça, la vision de qu'est-ce que je veux pour le monde, de mon impact sur le monde. Le deuxième axe, c'est le RSE, en fait, mais dans le RSE, il y a tellement de choses. Et nous, là, on fonctionne sur le RSE, objectivement, j'ai du mal à en parler parce que je ne me considère pas comme un exemple aujourd'hui sur toutes les facettes du RSE qu'il y a. Par contre, dans les facettes du RSE, il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'on a créé un organe à part, vraiment un organe différent, qui est le fonds de dotation. Et ce fonds de dotation-là, il fonctionne bien, en fait. Il donne notamment la chance, beaucoup, sur l'aspect éducatif, en tout cas, culture des sciences aujourd'hui. Là, on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On donne des cours, par exemple, du soir en QPV, notamment à la Cité Verte, depuis 15 ans. QPV, c'est quartier prioritaire. Oui, alors pas qualité du travail, c'est vrai. Et du coup, on a nos premiers salariés, en fait, qui viennent de ces dispositifs-là. Donc, on l'a massifié cette année et on l'a fait avec l'ISEN. Donc, on subventionne cette année 15 étudiants par an sur 3 ans, donc plus 50 étudiants, pour augmenter le niveau de la ville sur le niveau scientifique, je dirais, en élargissant le panel, en fait, et c'est ciblé sur des étudiants très bon bac de QPV, en fait. Voilà. Ouais. C'est un des sujets. Un des sujets. Sandra Torres, au final, là, on retrouve dans le témoignage de Claude Leblois et d'Olivier Rémini ce que vous dites à vos clients. L'emploi, c'est un contrat qu'on signe à 2. Est-ce que l'innovation, c'est pas finalement cette adaptation, cette mise au diapason des besoins de chacun et des envies de chacun ? Comment vous percevez les témoignages des 2 hommes qui vous entourent ? C'est des témoignages partagés, très clairement. Après, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire le travail, c'est la santé. Alors c'est vrai qu'après le discours qui a été mené tout à l'heure sur le côté étymologique, moi je pense que il faut être heureux dans ce qu'on fait, dans l'emploi. C'est peut-être le mot plus adapté. L'emploi, c'est la santé. Oui, parce que si on n'est pas bien dans son emploi, si on n'est pas en phase avec ses valeurs, si on a un emploi qui est trop dur physiquement, intellectuellement, pour diverses raisons, on n'est pas bien parce que, comme je dis toujours aux candidats qu'on reçoit ou les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est 80% de son temps l'emploi aujourd'hui parce que rémunération, on a besoin d'avoir de l'argent pour vivre. Donc ça là-dessus, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Et en même temps, c'est ce qu'on disait, c'est pas forcément une question de rémunération aujourd'hui. C'est une question aussi de sens pour une partie des personnes, mais pas pour tout le monde. Mais en fait, il faut respecter chacun de soi, mais il faut que tout le monde soit bien. Et à partir du moment où on est bien dans l'emploi qu'on va exercer pour le matin quand on va se lever, le soir quand on va rentrer chez soi, c'est là où on se sent heureux et en même temps où on peut justement vivre des passions. Et on peut vivre de la passion dans le travail. Je pense que ce qui nous rejoint aussi tous les 3, c'est le métier qu'on exerce aujourd'hui, dans les secteurs d'activité qu'on a choisis. On les fait avant tout par passion. Enfin, moi, je suis heureuse chaque jour, je fais du bonheur. Moi, je trouve du travail à des gens et je satisfais des employeurs qui n'arrivaient pas à en trouver depuis longtemps. Mais il n'y a pas mieux.
aujourd'hui en termes de travail. Et en même temps, j'ai eu une activité salariée. Moi, ça fait que 3 ans que j'ai créé Sprint RH et j'ai été souvent derrière, c'est-à-dire souvent aller chercher du travail. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, en tant que recruteur, cette valeur de ne pas d'oublier d'où je viens et tout ce que j'ai vécu, justement de le mettre au profit des talents qui passent par chez nous au quotidien. Et le côté innovation, et c'est vrai que ce que disait Olivier sur la partie formation, c'est essentiel aujourd'hui. On est dans un département qui recherche énormément de talents à Bac+5 d'ingénieurs. En plus de ce sprint, j'anime une chronique sur l'emploi. J'avais Naval Group au téléphone tout à l'heure en me disant il faut qu'on passe. Et j'ai eu la direction générale des armées il y a 15 jours, il y en a eu la marine, tout le monde recherche. Et en même temps, il faut qu'on trouve des talents chez nous. Et c'est bien qu'ils viennent d'ailleurs, mais aujourd'hui aussi, ce qui est surtout important et ce que tout le monde recherche, c'est que les personnes puissent travailler à côté de chez elles pour du bien-être. C'est voir ses parents, construire la société de demain, ses grands-parents. Nous, on le voit, on a de moins en moins de candidats, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent partir travailler ailleurs. Et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Le soleil, avant, on voyait même des gens venir de Paris. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins pour des questions financières, mais aussi parce qu'après, personnes, elles prennent de l'âge, elles s'installent dans leur vie et elles ont besoin d'être à côté de chez elles, de leur environnement. Et c'est vrai que, et nous, en Sprint, on travaille comme ça aussi avec nos clients, c'est l'innovation. Elle passe aussi par j'ai un besoin, concrètement, je suis responsable dans la société. Et du coup, je manque de talent parce qu'on manque de moyens pour former les ingénieurs. En même temps, ça coûte cher. Donc, et je ne laisse pas la chance à tous les jeunes de pouvoir aujourd'hui devenir ingénieurs. Et la démarche qu'a fait Olivier Rémini à travers Fortil sur le partenariat avec l'ISEN, c'est une vraie chance parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'accèdent pas aux études supérieures pour des questions financières. Voilà. Donc ça aussi, c'est innovant, c'est de se dire j'ai un besoin, quelles sont les problématiques identifiées, ça revient exactement à l'organisation, qu'est-ce que je mets en place pour aller de l'avant, et je le fais de façon collaborative. Je ne le fais pas moi tout seul dans mon coin, j'emporte avec moi mes équipes, et ça revient à la personne qui se déplace et qui va voir sur un site comment ça se passe, et ce qui dit waouh, ça donne du sens à ce que je fais. Dans ce monde du travail, où on devrait dire de l'emploi qui change, votre métier, les ressources humaines, complètement changé. Votre positionnement envers vos clients a complètement changé. Vous parliez de talent. Maintenant, on parle de talent pour ce qu'on appelle les collaborateurs, les salariés. Les talents, on recherche. Donc, il y a des talents de développeurs, des talents managers dans les équipes. Il y a l'expérience candidat, l'expérience collaborateur qui est travaillée, l'onboarding. J'espère que vous aimez les anglicismes parce qu'il y en a quelques-uns. Tout a changé. Vous vous êtes même lancé dans la formation assez récemment parce qu'il y avait un besoin du côté de vos clients de trouver des pépites, des gens qui correspondent exactement à leurs besoins et des pépites qui n'attendaient que ça, que d'être formés. Alors en fait, sur l'exemple de la formation, c'est qu'aujourd'hui, on a la filière tourisme qui est en souffrance sur la région sud. Et en fait, on est venu nous chercher. En fait, c'est un centre de formation qui est sur le golfe de Saint-Tropez, qui voulait répondre au fonds d'innovation de la région sud sur les nouveaux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Nous aussi, on a une difficulté pour trouver pour nos clients des chefs de rang. En plus, nous, on recrute tout type de profil. C'est-à-dire, nos talents, c'est aussi des ouvriers agricoles. Parce qu'on a tous un talent, on est tous talentueux. Et en fait, quand ils répondent au fonds d'innovation de la région, ils se disent ce serait bien qu'on mette une touche RH quand même sur les personnes qu'on va sélectionner pour suivre les formations. Parce qu'il ne suffit pas de faire une formation, il faut que la personne qu'elle aille au bout de son projet, en fait, même si on sait qu'on n'a pas 100% de réussite à la fin, mais au moins dans sa démarche de donner du sens à son projet professionnel. Et du coup, on a créé, donc, en partenariat avec le CFA des Trois Caps, une nouvelle formation qui s'appelle le Food Talent. Donc, comme vous avez le serveur, le cuisinier, l'agent de restauration, demain, vous allez avoir le Food Talent qui va former en fait, au nouveau mode de restauration, tout ce qui est show cooking. Vous pouvez faire un peu de plagisme, de cocktail, donc tout ce qui est flair. On a tous vu Tom Cruise. C'est ça. Donc en fait, sur les nouveaux modèles aujourd'hui de restauration qu'on peut avoir sur les food trucks. Voilà. Et nous, du coup, Sprint, on a répondu en consortium. Donc cette nouvelle formation de Food Talent, aujourd'hui, elle est créée. Elle sera reconnue titre RNCP dans 6 mois, donc elle a 2 ans. Et on a été encore plus loin parce qu'on s'est dit, mais finalement, on a besoin, donc on a formé parce qu'on a des clients qui ont des besoins. Donc on va réfléchir ensemble qu'est-ce qu'il faut et comment on peut le mettre en place. Et après, on a des problèmes de sourcing.
Et là, je me suis dit, mais comme on est une entreprise engagée, comme les Fortil, comme sont toutes les entreprises, je me suis dit, mais Public Soumène Justice, mais pourquoi on n'irait pas en prison chercher du Allez personnel? en prison, Bah oui. pas Et du vous-même. bah, Non, vous allez chercher des talents en prison, exactement. dans les centres Ils sont- pénitentiaires à Exactement. Draguignan, je crois, c'est ça. Exactement. Donc on a mené la formation Foot Talent au centre dans la maison d'arrêt de Draguignan. Et en fait, ça s'est très très bien passé. On a eu même aujourd'hui, on est identifié par les centres pénitentiaires interrégionaux parce qu'en fait, dans ce qu'on a dispensé, c'est que sur le sourcing, pour nous, on a sourcé comme si on faisait du sourcing normal. Comme on l'a dit, nous, on n'est pas face à des détenus, on est face à des candidats. Donc, on a mené une campagne de com, d'événements RH, comme on l'aurait fait dans n'importe quel job dating. Les recrutements, c'était de la même manière. Après, ils étaient sécurisés parce qu'il fallait être sûr que les personnes étaient en sortie une fois que la formation était terminée. Hein. S'ils étaient là pour 10 ans, c'était peine perdue. Et en même temps, voilà, exactement. Mais en même temps, ils ont fait du bar, mais sans alcool. Bon, il y avait quand même quelques contraintes. Mais surtout, l'objectif rempli, c'est que sur les 8 candidats, 6 ont été au bout. Ce qui s'était jamais vu en centre pénitentiaire sur toute formation confondue. Et en plus, on a eu 3 belles sorties vers l'emploi. Et nous, on est arrivé. La différence de ce que ça a pu être fait auparavant, c'est que nous, comme on leur a dit, moi, je suis pas là pour faire de l'insertion sociale. Moi, je suis là pour moi, vous avez tous des talents. Si vous voulez faire la formation, on est là, on va vous accompagner comme n'importe quel candidat. Et ça a bien fonctionné. C'est un métier qui a du sens pour vous. Moi, franchement, j'ai 50 ans, j'ai eu une expérience professionnelle, je suis passée par une multitude de travail. S'il y a bien une chose que je me dis, c'est que je vais donner du sens à ce que je fais. Et je donne du sens à ce que font mes collaboratrices. Moi, j'ai que des femmes et je les accompagne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand Olivier disait 2 ans sur un projet, mais aujourd'hui, même dans une entreprise. Moi, je dis, soyez heureux déjà si vous avez un collaborateur, une collaboratrice qui est restée 2 ans chez vous. Puis si elle veut partir, il faut l'accompagner. C'est quoi votre projet? C'est de faire ça? Je vais vous accompagner. La seule chose, c'est pour pas mettre en péril l'entreprise, c'est juste qu'on soit en confiance totale pour savoir à quel moment vous allez pouvoir partir sans nous mettre en difficulté. Et ça, aujourd'hui, on le dit aussi aux clients. Aujourd'hui, on sait, tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, on sait au moment où on arrive ce qu'on a envie de faire, mais dans 3-4 ans, on aura peut-être rencontré l'amour au bout du monde, ou envie d'autre chose. Mais ouais, donner du sens, c'est essentiel. Merci en tout cas. On va clôturer ce tour de table. Vous allez pouvoir poser vos questions. Donc préparez vos questions. Vous lèverez la main. Je viendrai vous apporter un micro. Et on clôture ce tour avec vous, Marianne Dujarrier. On parlait de sémantique en préambule. Peut-être on devrait innover sur la manière de nommer les ressources humaines. Les ressources humaines, quand on y regarde de plus près, c'est un peu brutal en fait. Oui, c'est cash, on va dire. C'est le cas de le dire. Effectivement, ressources humaines signifie que l'être humain n'est qu'un moyen pour faire autre chose. Dans les entreprises privées, essentiellement du profit, dans le public, pour faire une politique. En même temps, c'est vrai, je veux dire, le contrat salarial vous traite comme un moyen, donc ça a la chance d'être tout à fait explicite, mais c'est brutal, comme vous le dites, hein, sauf si on est kantien et qu'on pense que... Kantien, je ne sais pas comment on va dire... qu'on pense que l'humain est une fin en soi, effectivement, c'est un peu brutal de le considérer comme un moyen. Voilà. Après, je n'ai pas d'autre solution. Ce mot existe depuis longtemps, il est banalisé depuis les années 80, ça ne choque plus personne. Il y a beaucoup de choses, hein, moi, effectivement, avec un peu de recul, en regardant les choses dans une perspective historique, qui sont très étonnantes. Toute cette rhétorique de la passion, etc., c'est super, hein, si on fait un travail si on a une activité qui correspond à ce qu'on a envie de faire, c'est formidable. C'est mon cas aussi, mais en même temps, exiger des autres qu'ils soient passionnés et qu'ils soient heureux, c'est souvent vécu comme une tâche supplémentaire. Il faut sourire toute la journée, il faut avoir l'air passionné, même si on n'en a rien à faire. Ça peut être une charge mentale en plus et une exigence en réalité un peu tyrannique. Donc, tout ce vocabulaire de la passion est magnifique, évidemment. C'est génial si le désir de l'actionnaire converge avec le désir de l'employé. C'est la situation idyllique, mais c'est tellement rarement le cas. Enfin, moi, je ne sais pas de qui vous parlez. Moi, je ne sais pas de qui vous parlez, hein, en parlant de passion, etc. Il y a quand même, n'oublions pas qu'il y a plus de la moitié des gens qui sont des employés, des ouvriers, qui ont des tâches assez difficiles et qui ne sont pas nécessairement dans cette cas, ou pire, qui ont envie de réaliser leur passion, mais qui en sont empêchés. Je pense par exemple à des aides-soignants ou des infirmiers qui, tous les jours, dans l'hôpital public, sont empêchés de bien faire leur travail. Et ça crée des tensions psychiques
énorme. Donc voilà, c'était pour faire le lien avec la question des ressources humaines. C'est vrai que mobiliser des êtres humains pour faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est la grande problématique du management. Comme on ne peut plus affamer les gens, quoique ça dépend où, et que, bah oui, non mais, pardon, mais ça a quand même, 19e siècle, c'était ça. Hein. Les gens acceptaient d'être à la mine ou dans le textile parce que sinon ils mouraient tout de suite. En acceptant d'être dans la mine ou le textile, ils mouraient un tout petit peu plus tard. Mais ça a été la conquête du droit du travail, c'est ça, hein, c'est éviter d'être dans ce rapport complètement asymétrique qui est sur la question de la faim, donc de la force. Et effectivement, aujourd'hui, pour trouver des personnes qualifiées qui restent, etc., conformes et qu'on aimerait faire rester, on est obligé d'avoir d'autres arguments que simplement le bâton. Ce que vous avez parfaitement exprimé tous les trois. Et c'est une vraie évolution sociologique, hein, d'être passé maintenant sur le thème de la passion et du bonheur. Je ne sais pas si... Enfin, moi, je fais des enquêtes sur les startups, ça ne marche pas vraiment, parce qu'il y a un moment donné où il y a le réel qui revient, au sens où l'actionnaire, il veut que tu fasses ça ou que tu fasses ça. Tu sais pas ta passion, tu le fais quand même. Ah bon, je travaille plus, c'est plus le travail passion. Dis non, tu fais ça. Alors oui, il y a des moments où ça coince, mais je pense que toutes celles et ceux qui avaient connu l'emploi, vous le savez. Si on peut faire converger les intérêts de l'actionnaire et des travailleurs, c'est merveilleux. Est-ce que c'est le cas systématiquement ? J'en doute. J'espère me tromper. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? N'hésitez pas à lever bien la main, à intervenir. Une question pour monsieur. Pas des questions, mais j'ai plein... C'est un sujet de travail. Vous nous attendez 1 minute, on va vous tendre un micro, qu'on vous entende tous bien. Alors moi, le travail, c'est un sujet qui me passionne, hein, à titre personnel. Hein. Alors j'ai travaillé comme tout le monde, donc j'ai tellement de choses à dire là-dessus, donc je ne vais pas faire une conférence. La seule chose, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites et des choses qui n'ont pas été dites. Et moi, déjà, première chose, c'est on n'a pas du tout parlé de l'utilité sociale du travail. Or, je pense qu'aujourd'hui, et vous parliez de rémunération, Monsieur Lebois, que la rémunération n'était pas un tout, mais est-ce que le plus important, et ce n'est pas toujours le cas, l'utilité sociale, on l'a bien vu pendant le Covid, est-ce que ce n'est pas le plus important dans la notion de travail ? Auquel cas, est-ce qu'on ne devrait pas rémunérer les gens en fonction plutôt de leur utilité sociale plutôt que de leurs compétences ? Ça, Donc ça, c'est la première question, donc je ne sais pas qui, ou première réflexion. Si je peux me permettre, j'envoie tout et puis mes réflexions... Vous envoyez tout, voilà. Et puis nous, on attrape et puis on redistribue. Alors, je parlais de l'utilité sociale. Je prends des exemples que vous avez donnés, Madame Dujarrier. C'est la femme au foyer. Utilité sociale, est-ce qu'une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, c'est utile socialement ? Pourtant, elle n'est pas rémunérée. Ou un homme au foyer, d'ailleurs. Quand je dis une femme au foyer, vous avez entièrement raison. Navré. Voilà. Mais c'est plus souvent dans la pratique des femmes. Mais moi, je suis très favorable. Et d'ailleurs, j'ai longtemps souhaité que ma compagne travaille et que je m'occupe des enfants. On va commencer peut-être par ça, par cette question de l'utilité sociale. Je disais les grands-parents, comme disait... Ouais. Voilà. Ce sont des bons exemples. Qui veut intervenir, Sandra ? Je vous en prie. Alors, oui, je veux vraiment intervenir sur ce sujet parce que justement, alors après, ça va dépendre des parcours que l'on a. Chacun individuellement. C'est pour ça qu'on garde quand même l'humain, c'est ce qu'on se dit aussi, hein, ce qui nous rejoint tous les trois, parce qu'on n'est pas tous pareils. On ne peut pas rendre tout le monde heureux, hein, c'est ce qu'on disait, on ne peut pas demander à chacun de vivre passionnément ce que nous on vit. On est tous différents, le tout c'est d'avoir de la bienveillance et de sentir quand un collaborateur, s'il n'est pas heureux, mais il y en a qui n'ont pas besoin d'être heureux dans le travail, hein, c'est juste une mission qu'ils accomplissent et point. Mais le tout c'est qu'on soit bienveillant et que ça se passe bien pour eux. Moi, le travail, en tant que femme, j'ai vécu, pour moi, et c'est ce que j'inculque à mes enfants, à mes filles, j'ai 2 filles, moi j'ai vécu les parents divorcés, avec une maman qui a été mère au foyer, qui s'est retrouvée sans rien. Et c'est vrai que moi, sur mon parcours personnel, c'est vrai que ça a une utilité sociale, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand après, vous avez une maman qui reste au foyer, qui s'est retrouvée financièrement en difficulté, sans qualification, et à se devoir se débrouiller, c'est sûr que moi, si on me demande sur mon vécu, même en tant que salarié, pour moi, le travail, c'est mon indépendance. C'est mon indépendance avant tout financière. Et sur le salaire, bien sûr que le salaire, ça reste la priorité aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres,
Il y a la bienveillance, il y a donner du sens, mais la rémunération reste quand même le plus important. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur le côté financier et en même temps sur ce que l'a dit Olivier aujourd'hui aussi sur des collaborateurs qui ne négligent pas non plus le côté rémunérateur. Donc moi, personnellement, sur mon vécu personnel, en effet, ça a une utilité sociale, mais comme c'est pas rémunéré, peut-être est reconnu, et que forcément, à un moment donné, selon la vie qu'on a, il faut revenir au travail. Voilà. Mais moi, ce serait plus sur le côté vraiment d'indépendance financière en tant que femme, qui fait que, voilà, pour moi, c'est de la liberté, c'est faire ce qu'on veut après, quoi. Il y a Marianne Dujarier qui voulait vous répondre aussi, peut-être en attendant que le micro vienne jusqu'à vous. Vous vouliez intervenir sur cette question de l'utilité sociale. Rapidement, 2 choses. Et une enquête britannique qui a été un peu répliquée en France, avec d'autres méthodes, mais qui converge vers un résultat assez terrible, qui est que dans notre société, plus un métier est jugé utile, moins il est rémunéré. Donc vous avez comme ça, on pourrait dire Golden Boy, on parlait des Golden Boys qui gagnent beaucoup d'argent et l'utilité sociale, on en doute, et l'aide-soignante dont je parlais, dont tout le monde juge qu'elle est indispensable et qui en même temps est très mal rémunérée. Donc comment ça marche ? C'est très simple, c'est qu'on paye les gens de sens et de passion. Hein ? Vous allez faire un truc génial ? Je n'ai pas besoin de vous payer beaucoup puisque déjà vous y trouvez une satisfaction. Le point extrême de ça, c'est le bénévolat, évidemment. Deuxième chose, si on veut innover en management ou dans le travail en général, il me semble que, pour répondre à votre question, monsieur, il faudrait qu'on pense un peu sérieusement à la question de l'anthropocène, enfin du saccage écologique, de la survie de l'humanité. Parce que là, il nous reste très peu de temps. La chose est quand même assez grave. Je ne sais pas si vous avez lu le 6e rapport du GIEC, ça va beaucoup plus vite en plus que ce qu'ils ont prévu. Là, si on parle d'innovation, je pense qu'il faudrait, ce qu'on ne fait pas, se poser collectivement la question, qu'est-ce qu'on arrête de produire ? Qu'est-ce qu'il faut produire de nouveau ? Comment on produit autrement ? Comment on s'organise ? Voilà. Toutes ces questions qui, là, pour le coup, seraient vraiment innovantes, me semblent devoir être posées et pensées collectivement avec une impulsion du bas, du milieu, du haut. Hein. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mais je pense que c'est vraiment là que la question de l'utilité aujourd'hui se pose avec une acuité toute existentielle. L'utilité écologique du travail. Vous vouliez répondre, monsieur ? Merci en tout cas pour votre question, votre remarque sur l'utilité sociale du travail. Madame, vous avez une question, une remarque ? Oui, bonjour. Donc le 1er janvier 2024, les pôles emploi sont devenus France Travail. Donc je voulais savoir comment vous pouvez développer sur ce choix et de mettre tout le monde au travail. Donc je l'entends comme ça. France Travail, qu'est-ce que ça vous inspire ? Tout le monde au travail. Voilà. Marianne Dujarier dit que vous avez donné la réponse. Tout le monde au travail. Ça participe de tous les statuts qui ont été créés depuis 30 ans, qui permettent de mettre au travail en dehors de l'emploi. Les prisonniers, payés royalement 2 € de l'heure. Les compagnons d'Emmaüs qui maintenant ont un statut officiel, on gagne 400 € par mois pour trier des déchets. Les ESAT, voilà, et toute une liste, les services civiques, évidemment les stages qui deviennent maintenant, ça dure 2 ans. Et alors la dernière invention, c'est de faire travailler effectivement les gens qui ont le RSA. Donc le salaire minimum en France aujourd'hui est plutôt à 400 € de ce point de vue-là, hein, si vous voulez. C'est vraiment, et c'est pire que ça. Non seulement c'est très peu rémunéré, ça permet de mettre des gens à faire des tâches productives utiles à des salaires qui sont en deçà du salaire minimum et en dehors de la sécurité sociale. Donc c'est après effectivement des femmes qui peuvent se retrouver sans retraite, ou des gens qui sont en dehors des systèmes de chômage et de santé. Voilà. Donc France Travail, effectivement, c'est mettre au travail en dehors de l'emploi. Je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. En tout cas, ça a été totalement concomitant avec des dispositifs qui allaient dans ce sens-là, quoi. Je peux rebondir. Je ne vais pas mobiliser la réponse, mais c'est un sujet que je connais bien par rapport au recrutement qu'on fait. Alors c'est vrai peut-être sur l'étymologie, le sens, c'est vrai France Travail, c'est la France qui travaille. Mais nous, au niveau de la difficulté qu'on rencontrait aussi jusqu'à maintenant, c'est qu'en fonction si vous êtes dans le cadre de la situation du handicap, vous aviez Cap Emploi. Si vous êtes jeune de moins de 25 ans, vous avez la mission locale. Si vous êtes dans les autres, c'était Pôle emploi. En fait, il y avait aussi une difficulté, même pour les publics, hein, pour pouvoir un peu se repérer et en fait qu'il y ait une coordination un peu plus générale. Voilà. Mais c'est vrai que
le titre en parle beaucoup. Il faut savoir qu'en prison, aujourd'hui, toute personne, moi je ne le savais pas, mais toute personne qui rentre en prison n'a plus de rémunération du tout. C'est-à-dire que si, par exemple, monsieur était demandeur d'emploi, il bénéficie d'indemnités, il rentre en prison, il n'a plus d'indemnité. Donc ça veut dire que sa famille, tout ça, plus rien. Voilà. Donc c'est difficile aussi pour se réinsérer suite à une période où des fois on a rencontré tout type de profil, hein, des gens qui rentraient que pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après ils ressortent. C'est la catastrophe, quoi. Parce qu'ils se retrouvent avec des dettes et 3 mois sans... Donc c'est plus rien du tout. Une autre question, merci pour cette remarque. France Travail, la France qui travaille. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de remarques sur... En tout cas, ça pourrait être l'objet d'une table ronde sur ce que l'intelligence artificielle va apporter au travail, à la production de valeur. Est-ce qu'on a encore besoin des humains comme ressources pour produire de la valeur? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ou pas du tout? Il y a une table ronde qui aborde cette question le 27 mai dans le cadre de travail. Je l'ai mieux fait là, non? Je l'ai mieux fait celui-là. C'est l'interjection qui... Très incarné. Oui, merci. Oui, je vous en prie, monsieur. Attendez le micro qu'on vous entende bien. Ce qui a été dit, voilà. Alors, je ne sais pas comment prendre les choses. Tout à l'heure, ma remarque, elle était l'exemple des femmes au foyer. C'était un exemple. C'est l'utilité sociale de façon globale. Donc, je comprends tout à fait. D'autant plus qu'on n'a pas envie d'être femme au foyer ou homme au foyer toute sa vie. On a envie de s'épanouir dans autre chose. Mais justement, l'utilité sociale, et je dirais là, on parle de rémunération. J'ai noté 2-3 trucs, mais je me dis, la rémunération est importante par rapport à un travail. Mais il faudrait que les gens puissent, comme vous le disiez, donner du sens, avoir envie et du plaisir dans le travail. Pour qu'ils aient du plaisir, il faut qu'ils découvrent leurs envies et leurs passions et leurs talents. Et des talents, on peut en avoir plusieurs dans une vie. Pour cela, il faut du temps. Et ce temps-là, on est contraint par le travail, l'emploi, pour pouvoir vivre ou survivre, hormis un petit nombre qui vivent de rente. Hein, voilà. Et moi, je me dis peut-être que la rémunération pourrait se cumuler, alors c'est un sujet qui peut faire hurler, à ce qu'on appelle un revenu universel, qui pourrait être non pas un minima social, qui s'additionnerait à ceux qui, et pendant le temps où les gens ne travailleraient pas parce qu'ils auraient un revenu qui permette de vivre et non pas de survivre, comme une femme qui élève ses enfants, ou un père, pourrait pendant ce temps-là peut-être se former sur ses désirs, ses envies et développer ses talents. C'était Jacques Brel qui disait le talent c'est l'envie, mais pour avoir envie il faut du temps quand même. Les artistes en ont. Mais les gens, la caissière dans un supermarché, l'infirmière, qui n'est pas toujours bien traitée, elle n'a pas ce temps-là. Pour avoir ce temps-là, il faudrait qu'elle puisse se détacher des contraintes matérielles. Or, peu de gens peuvent le faire. Voilà. C'est pour ça que je me dis, est-ce que le sujet du travail et du plaisir au travail, donner du sens, ne pourrait pas être résolu par quelque chose qu'on développerait, qui serait un revenu d'existence. Voilà. Donc voilà. Olivier Rémini. Juste super intéressant parce que c'était une proposition de Benoît Hamon, je ne sais pas si vous en rappeliez, en 2017. Oui, à la présidentielle. Et nous, on avait proposé en fait, de faire une espèce de pilote sur 10 personnes. En fait, hein. Et je pense que c'est un peu le débat tel que la tournure. Il faut garder quand même, nous, notre posture. On est juste chef d'entreprise, on joue avec des règles qu'on ne décide pas. Enfin, les règles de l'actionnaire, c'est vous qui les décidez quand vous allez au bulletin de vote pour ceux qui y vont. Nous, on ne joue qu'avec ces règles-là. Donc, c'est même moi qui ai un capital qui est vierge de tout outil financier ou de tout outil extérieur, j'ai des clients. Donc, d'une certaine forme, j'ai toujours une forme de dépendance au choix que la société fait, en fait. Hein. Donc, c'est juste pour dire un peu, et j'aime beaucoup la hauteur que vous prenez, mais de pas non plus, je veux dire, opposer le salarié et l'actionnaire, parce que derrière l'actionnaire, il y a de la dette, donc il y a des outils financiers, il y a l'État, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, que de dire, tiens, dans l'entreprise, il y a un actionnaire, un salarié, et qui va travailler pour ça. Moi, en tout cas, c'est pas tel que je le ressens. Vous l'avez fait l'expérimentation ou c'était une idée de non, mettre en œuvre? Et c'est vrai, par exemple, sur cet aspect-là, parce que nous, c'est surtout pas de faire de la politique, mais voilà, pour un peu m'engager, c'était de dire, moi, j'avais
l'avais écrit personnellement à M. Mélenchon et M. Hamon. Et en fait, le fait d'être une entreprise, il y avait un peu toujours cette opposition de dire, ben non, c'est pas super bon pour nous de faire venir dans notre parti des gens qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Alors, est-ce que chez Fortil, c'est 100% éthique? Est-ce que tout le monde serait heureux chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas des non-conformités? Mais voilà, je pense qu'il y a le comportement et les valeurs, c'est différent. Donc, que des comportements négatifs, je pense qu'il y en a dans toutes les entreprises, y compris la mienne. On ne maîtrise pas tout. Après, je pense que si on lève le doigt, moi je fais un tout petit sondage, qui est pour le bonheur, je pense que tout le monde Qui est pour le bonheur? Enfin, levez la main. Ouais. C'est pas unanime, mais c'est pas mal. C'est pour ça que ça marche. Claude Leblois, vous vouliez répondre sur ce sujet? Oui, alors moi je pense que le revenu universel, que ça plaise ou pas, on y viendra. Et on y viendra, et pas par idéologie. C'est pour ça qu'Hamon n'a pas pu le faire. Je pense qu'on y viendra suite à l'IA, justement. Ouais, structurellement. Structurellement. C'est-à-dire qu'il y a des tas de métiers, on sait, qui vont exploser. Donc on va avoir des gens qui ne vont pas travailler. Qu'est-ce qu'on va en faire? Première chose. Alors on sait que l'IA, enfin on sait, aujourd'hui, que l'IA ne remplacera pas tout. Tous les métiers de réflexion pure, l'IA reste un outil aujourd'hui. Puis les masseurs aussi, par exemple, kinésithérapeutes, oui. ne peuvent pas faire ça. Quoique, il pourrait y avoir un robot qui remplacera le kiné. Mais il n'y aura jamais un robot qui remplacera le philosophe. Donc à partir de là, on sait qu'il y a une minorité de métiers qui tiendront. Les autres, je pense qu'il va y avoir un carnage. Et s'il y a un carnage, la solution économique, je pense, sera le revenu universel. Alors qu'en commun, je suis... Et se posera la question donc, de l'utilité des humains dans la société, puisque c'était votre question sur l'utilité sociale du travail. Et pour citer d'ailleurs, alors, le premier ça a été Hamon, le dernier que j'ai entendu c'était le pape, qui a dit qu'il faut arriver au revenu universel pour des raisons économiques. Et autre sujet de campagne de cette année 2017, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était une proposition du candidat Hamon, c'était la taxe robot, qui maintenant est soutenue aussi par Bill Gates. Cette idée que si les robots ou l'intelligence artificielle nous remplacent, peut-être faut-il qu'ils cotisent en notre faveur. C'est un sujet que vous avez traité d'ailleurs, je crois, dans cette interview que j'évoquais sur Arte. Que va-t-on faire du coup comment va-t-on faire subsister le système de redistribution si on ne cotise plus nous-mêmes à notre revenu universel? Une question peut-être? Oui. Bonjour. Je voulais savoir si vous considérez qu'il y a deux types de management, un pour le secteur public et un pour le secteur privé, ou est-ce que c'est le même, ou est-ce que l'un va vers l'autre? Est-ce que cette question s'adresse à quelqu'un en particulier? Question ouverte à vous tous. Y a-t-il un management privé, un management public? Sur cette question, en fait, déjà, il y a deux organisations différentes. Aujourd'hui, et même la réglementation est différente du travail pour le public comme pour le privé. Donc, il y a un vrai sujet sur le management dans le secteur public. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est que les règles ne sont pas définies de la même façon des deux côtés. Voilà. Donc, je ne suis peut-être pas très claire dans ce que je dis, mais en fait, ça ne se ressemble pas aujourd'hui. Les attendus ne sont pas les mêmes en termes ne serait-ce que de salaire, en termes d'évolution de carrière. Il y a plein de choses sur lesquelles, moi, je vois sur le secteur public, il y a peu d'opportunités de faire autre chose que de travailler pour le secteur public, parce que l'offre de formation, elle n'y est pas. La gestion de prévisionnelle des carrières, elle n'y est pas non plus. Si vous êtes dans le secteur public, vous voulez faire de la reconversion, en fait, vous n'avez pas le choix, hein, parce qu'il faut soit partir, soit rester sans revenu pendant un certain temps. Donc, c'est pour ça que sur le management, parce que tous ces facteurs-là, ça fait partie de la politique de management. L'incitation financière. Aujourd'hui, ce qui est aussi demandé des salariés en termes de management, c'est quelles sont aujourd'hui mes opportunités de développement dans l'entreprise, voire quitte à partir aussi, mais voilà, quel est mon parcours professionnel dans l'entreprise. Et ça, au niveau du secteur public, c'est très compliqué, que ça soit d'ailleurs collectivité territoriale ou fonction publique. Merci. Claude Leblois. Oui, alors nous, par l'expérience, dans le groupe, je vous disais tout à l'heure que nous avions plusieurs métiers. Nous avons une maison de retraite, donc avec une forte emprise de l'ARS dessus, qui nous détermine des règles. Et il est vrai que le management n'est pas du tout le même
qui nous ait permis, par exemple, que nos magasins de lunettes, qui sont de véritables commerçants. On a tendance à essayer d'harmoniser, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que, d'une part, dans le privé, vous avez un chef d'entreprise qui décide ce qu'il fait au sein d'une réglementation, et dans le public, le chef d'établissement n'est pas le seul à diriger l'établissement. Et là, ça devient un peu compliqué pour manager des collaborateurs. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai pris la direction du groupe, et ça s'est fait en 2 temps, d'abord la mutuelle, et puis ensuite la maison de retraite et l'optique. Et je suis arrivé à la maison de retraite où j'ai organisé une réunion du personnel, donc 50 personnes, aides-soignantes, infirmières. Et j'ai une aide-soignante qui me dit, en première question, qui me dit, j'ai 30 ans de boîte, je gagne 1400 €, vous n'avez pas honte? Madame, je suis désolé, mais moi non, j'ai pas honte, parce que votre salaire, il m'est imposé par l'ARS. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on a 2 aides-soignantes de plus que ce que l'ARS nous demande, et du coup, on se met en bascule. Alors ça va qu'on ait un groupe, et où on essaie de compenser l'optique, donc qui fait du cash, compense la maison de retraite, mais ce n'est pas sain, ce n'est pas le sens de l'entreprise normale. Une entité ne doit pas être en déficit. Or, les règles données par le public vous amènent au déficit, ou à la maltraitance, qui est encore un autre sujet. Une question tout là-haut? Merci. Catherine Pénat, je suis consultante privée, mais je suis aussi responsable des RH et du management à la faculté de médecine de la Timone, où je forme beaucoup de personnel en formation continue, qui sont donc des personnels fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Et je rebondis et corrobore le propos de M. Leblois. Effectivement, le management public souhaite souvent s'inspirer du management privé. Or, dans la pratique, les contraintes ne sont pas les mêmes. Le manager est, je dirais, pieds et mains liés d'abord aux contraintes réglementaires, mais aussi aux décisions d'un conseil d'administration dont la longueur des étapes décisionnelles sont souvent démultipliées par rapport au privé, où on a à un moment donné soit un comité de direction ou un dirigeant qui va prendre une décision et l'appliquer de manière assez rapide. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la norme sur les salaires est abominable parce qu'on a une fuite totale dans le public des effectifs au profit, si possible, du privé ou de reconversions professionnelles de plus en plus fréquentes aujourd'hui, notamment suite à la crise sanitaire qui a provoqué une hémorragie. Clairement. À côté de ça, il y a quand même quelques points positifs qui sont des initiatives qui sont prises dans certains hôpitaux publics, dans certains EHPAD aussi, parfois publics, parfois semi-privés, semi-publics, voire même entièrement privés, où on se retrouve dans des organisations plutôt innovantes, avec des initiatives qui viennent souvent du personnel, mais aussi de la concertation des familles, des patients ou des résidents, et qui sont très constructives à la fois et pour le personnel et pour les patients résidents, et qui font que tout le monde y trouve son compte, et en termes de salaire ou d'avantages plutôt en nature liés au travail, mais aussi en termes de qualité de soins, parce que c'est bien de cela dont on parle dans la fonction publique hospitalière. Dernier point, ça fait une 20aine d'années que j'enseigne à l'université. À l'époque, il y a 20 ans, on parlait de modernisation de la fonction publique en règle générale, et j'avais beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment auprès des collectivités territoriales. Et effectivement, et je rebondis sur le propos de Sandra Torres, il y avait eu des initiatives en termes de, à l'époque, GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour essayer d'anticiper, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a marché partout. Et quand ça a marché, ça reste relativement minoritaire. Pour autant, il y a quand même des personnes, et ça tient souvent à des personnalités qui sont en poste, qui ont amorcé des changements et des dynamiques un peu différentes, où parfois ça a pu marcher. Voilà, c'était juste un témoignage pour corroborer le sens de ce qui est évoqué. Merci. Merci beaucoup. Juste c'est très intéressant. Du coup, moi, juste pour vous dire mon histoire, ma mère était responsable à l'inspection académique juste en haut, donc j'ai passé tous mes mercredis. Et je pense que mon analyse sur ce sujet, c'est qu'il y a eu 2 gros points, en fait. C'est la dégradation du statut de fonctionnaire. C'est vraiment le statut. Avant, ma mère, c'était une chef de département à l'inspection académique. Mais moi, pendant 20 ans, dans ces couloirs les mercredis, de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans, parce que je devais devoir là-bas, j'avais une espèce d'homogénéité, de statut, de gens qui étaient fiers de venir. Et le deuxième point, c'est la vision, c'est-à-dire le management.
globalement, même en entreprise, il y a 10 000 managements différents. Donc, mais même, vous l'avez dit, dans un hôpital, c'est très différent aujourd'hui qu'à l'école. Donc, on ne peut pas parler de management. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens ne se donnent moins de temps pour s'accrocher sur une vision, de dire quelle est l'utilité, du sens de ce que je fais là. J'ai moins de temps. On le voit sur les infirmières, et moi je l'ai vu à l'inspection académique, en 3 ans, quand ils ont essayé effectivement de mettre des méthodologies même obsolètes qui venaient du privé, mettre des poules de secrétaires qui devaient écrire super vite des lettres parce qu'il n'y avait pas de productivité, ça a entraîné des cancers super rapidement en fait, avec des trucs qui étaient visibles. Donc je pense que le débat il est même beaucoup plus haut, je pense, à avoir sur et c'est plus à nous de vous poser des questions sur l'engagement que vous allez prendre au quotidien pour se battre pour des idées. Nous, on ne fera que les appliquer, en fait. Marianne Dujarrier, vous vouliez répondre? Ouais, un petit mot, parce que, évidemment, je partage tous les constats qui sont faits sur le code du travail qui concerne le salariat n'est pas le même que le code de la fonction publique ou des 3 fonctions publiques, parce qu'il faudrait détailler aussi les 3 formes de statut. Donc, il y a incontestablement des différences sur la question des carrières, des formations, des qualifications, des compétences, etc. Néanmoins, ce qui est quand même très frappant, c'est que depuis une centaine d'années, on voit que quand même les méthodes de management qui sont inventées, fabriquées, formalisées plutôt dans l'industrie privée, notamment automobile, ça a commencé avec le taylorisme, le fordisme, les RH, etc., arrivent avec 20, 30 années de délai dans la fonction publique. Et cette migration a été officialisée, on pourrait dire, ces 30 dernières années, sous le terme de New Public Management ou nouveau management public, qui sont des politiques publiques très explicites, qui ont voulu importer des méthodes managériales du privé dans le public. Ce qui s'est fait, alors beaucoup dans les hôpitaux, mais aussi dans la police, dans l'éducation, l'université, etc. Et donc à la fois les choses sont très différentes, et en même temps, il y a eu une volonté publique d'importer des dispositifs de management du privé vers le public, avec malheureusement, maintenant qu'on a 30 ans de recul, même 40 ans pour les États-Unis et l'Angleterre, avec des grands dégâts en réalité sur la qualité du travail. C'est-à-dire, mais déjà ça ne marchait pas très bien dans le privé, et alors l'appliquer pour des métiers qui ne sont pas tendus vers la quête de profit, c'est compliqué le service public, parce qu'on n'a pas un objectif. Je veux dire, quand on est face à une classe, il y a plein de choses, c'est très très délicat en réalité. Et quand on met un critère, par exemple un ratio, puisque c'est quand même essentiellement par les chiffres que tout ça passe, ça a été un management par les chiffres, une gouvernementalité par les nombres, que dirait Suppiot, on simplifie considérablement les choses au risque de rendre l'activité concrète dégoûtante. Il y a plein de gens dégoûtés en réalité dans le public aujourd'hui parce qu'on est en train d'appliquer des méthodes qui déjà ne marchaient pas très bien pour le privé dans un contexte qui n'est pas le même. Donc ça frotte beaucoup en ce moment, et on l'a vu beaucoup à l'hôpital. L'hémorragie dont parle Madame, c'est évident. Nous, on le voit arriver à l'université, c'est tragicomique. C'est tragicomique. C'est ce thème de l'excellence, c'est des trucs des années 80. Moi, j'entendais ça dans les années 90 chez Lafarge. On nous le sert à la fac. Tout le monde excellent. Non. Par définition, excellence, c'est il y en a un pour 1 millier. Ah non, tout le monde excellent. Ah bon, alors comment on fait? C'est des choses illogiques qui rendent un peu fou en réalité, parce que c'est des contradictions, des paradoxes dans lesquels nous sommes beaucoup. Et je pense que la fonction publique aujourd'hui souffre vraiment beaucoup de ces méthodes managériales qui sont appliquées. Je peux vous en faire la liste, j'ai écrit un livre là-dessus, c'est que des anglicismes et des acronymes, c'est horrible, mais voilà, c'est un copier-coller qui ne fonctionne pas très bien, et ça a malheureusement beaucoup d'effets sur le dégoût du travail, et donc pour nous citoyens et citoyennes aussi peut-être d'être moins bien servis par ce service public, malheureusement. Ils n'arrivent plus à attirer aujourd'hui des personnes à travailler dans le service public en général, les collectivités territoriales. C'est un véritable enjeu. C'est-à-dire, autant avant, et c'est vrai ce que disait Olivier, on était enseignant, c'était beau, c'était un beau métier, mais aujourd'hui, ça n'attire plus du tout. Et dans tous les secteurs de la fonction publique, qui aujourd'hui se dirigent même vers des cabinets de recrutement pour travailler la marque employeur et en même temps le recrutement des personnels de la fonction publique. Parce qu'en effet, aujourd'hui, ça n'attire pas du tout, et sûrement aussi pour des raisons justement managériales qui ne sont pas du tout adaptées, quoi.
Ouais. Et c'est vraiment le dégoût, c'est vraiment ça. Et pour beaucoup. Chers amis, il est 19h30. On est là depuis 1h30 environ. Je vous propose, sauf s'il y a une question géniale et extrêmement courte, je vous propose qu'on continue les échanges à l'extérieur. Je vous propose aussi d'applaudir nos intervenants pour leur apport. Merci. Merci pour eux. À suivre une conférence menée par celle que vous connaissez bien maintenant, Marianne Dujarier, qui va vous parler des idées reçues sur le travail, quelques exemples qui sont pris dans un ouvrage où vous avez recensé une quarantaine d'idées reçues sur le travail. Les jeunes ne veulent pas travailler, les fonctionnaires ne travaillent pas. Enfin bon, tout ce que vous pouvez entendre au quotidien. Il y a trop de fonctionnaires, bien sûr, vous la connaissez. En tout cas, vous allez en traiter une dizaine, peut-être, si vous y arrivez lors de la conférence à 20h. Et donc, on a 30 minutes de pause pour elle et pour vous. On peut se parler à l'extérieur, on peut se retrouver au bar si vous le voulez bien. Et pour ceux qui doivent s'en aller, merci beaucoup pour votre écoute et votre présence ce soir. À bientôt.